Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce programme dénommé l'ASPAT Séminaire. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui pour vous présenter ce cycle de séminaires consacré à une question essentielle, celle du handicap. Il s'agit d'une initiative portée par le LASPAT. Mais alors, qu'est-ce que le LASPAT? Le LASPAT, ou Laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora, est un laboratoire de recherche interdisciplinaire basé à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il mène des recherches dynamiques sur des questions essentielles telles que la bonne gouvernance, la démocratie, l'intelligence artificielle ou encore les questions liées au handicap. Dans ces activités, le laboratoire accorde une place capitale à la formation des jeunes chercheurs, au partage des savoirs et à la diffusion de la connaissance vers un large public. Ainsi, dans ce cadre, les séminaires organisés par le laboratoire visent à promouvoir les travaux des doctorants tout en ouvrant le dialogue entre la communauté académique et le large public. L'objectif est d'enrichir ensemble nos réflexions sur des enjeux aussi fondamentaux que celui que nous abordons aujourd'hui. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Pape Samba Sidibé. Je suis doctorant en sciences juridiques à l'UFR des sciences juridiques et politiques de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, où je mène mes recherches doctorales sur la protection des personnes handicapées au Sénégal. Vous conviendrez avec moi que trop souvent, le handicap est réduit à une simple déficience. Or, c'est une réalité bien plus complexe qui a longtemps été façonnée par des stéréotypes et des représentations sociales limitées. Pendant des siècles, ces idées préconçues ont contribué à marginaliser les personnes handicapées, les enfermant dans une image de dépendance et d'impuissance. Dans de nombreuses régions du monde, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique ou en Asie, les personnes en situation de handicap ont longtemps été reléguées à la périphérie de la société. Elles ont été victimes de diverses formes de discrimination, de stigmatisation et d'exclusion. On peut citer l'interdiction des personnes handicapées de fréquenter certains lieux publics, l'exclusion du marché de l'emploi et tant d'autres. Toutefois, ces dernières décennies marquent un véritable tournant. On constate une évolution progressive des mentalités caractérisée par une volonté croissante d'inclusion et une reconnaissance accrue des droits des personnes en situation de handicap. Ce séminaire se propose donc d'analyser cette transition. Comment ces stéréotypes ont-ils évolué et en quoi ces nouveaux regards sur le handicap permettent-ils de repenser la place des personnes handicapées dans nos sociétés? Pour nous aider à explorer ces questions complexes et fondamentales, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Fally Keita, notre tout premier intervenant dans ce cycle de séminaire. Spécialiste des questions liées au handicap, M. Keita est actuellement chargé de programme à la délégation de l'Union européenne à Dakar. Il est également enseignant vacataire à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, précisément à l'UFR des sciences juridiques et politiques, et à l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Son parcours est riche et engagé, car il a été area manager pour la zone Casamance chez Handicap International Afrique Cap Ouest, coordonnateur de projet pour Handicap International de 2015 à 2016, chef de programme, chef de projet pour le programme Sam Khalei de l'UNICEF sur la protection de l'enfance
entre 2014 et 2015 et enfin chef de projet du programme décisif pour la promotion des droits des personnes handicapées entre 2009 et 2013. Le décor étant planté, Monsieur Keita, nous vous donnons la parole pour que vous puissiez nous éclairer sur ces différentes questions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Sidibé. Je vais peut-être mettre la caméra. Hmm, J'espère que là, vous me voyez mieux et bien. Bonjour à tout le monde. Merci pour cet honneur que vous me faites de contribuer de façon très modeste à la recherche et spécifiquement sur la question du handicap. C'est aussi un honneur pour moi d'être le premier intervenant, comme vous venez de le dire, pour vous entretenir un peu sur, comment dire, cette question à la fois fondamentale et ambitieuse, la question du handicap et les représentations sociales, et aborder avec vous ce matin de façon un peu plus spécifique la question des stéréotypes et des changements de paradigme. J'ai une petite présentation que je vais partager et échanger avec vous sur la question. Peut-être plus de commodité. Après, permettez-moi juste de désactiver la vidéo pour m'assurer que on aura une connexion optimale et les conditions de travail requises. OK. Donc, comme je disais tantôt, on va essayer de d'échanger rapidement sur quelques aspects, voilà, liés à la question du handicap. Euh, Comme j'ai l'habitude de dire, c'est souvent des choses, pour la plupart qu'on connaît déjà, mais voilà, quelques petits rappels ne seraient pas mauvais en soi. Alors, très rapidement, on va essayer de d'échanger, comme je disais tantôt, 30 secondes, que ça revienne à mon niveau. Handicap et représentation sociale entre stéréotypes et changement de paradigme. Je pense que M. Sidibé tout à l'heure a déjà bien introduit le sujet. C'est une question qui date pas d'hier. C'est une couche de la population qui est qui est victime de beaucoup de choses. On va l'aborder durant ces quelques minutes qu'on va passer ensemble. Dans un premier temps, je vais essayer de très rapidement parler de ce poids de des représentations sociales, ces stéréotypes et discriminations que nous avons, autour de quoi ça tourne. Effectivement, on dira qu'il y a une évolution des paradigmes sur la question du handicap parce que depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, autant les perceptions ont changé, autant effectivement les paradigmes aussi ont évolué. On va essayer d'aborder rapidement la question. Ces résistances-là au changement que nous avons dans toutes les sociétés, et notamment dans la société sénégalaise, et qui constituent ces résistances-là des freins à l'évolution du handicap. Quelles seraient les pistes de transformation sociale si on va arriver à une société inclusive? Chaque personne est considérée comme un citoyen entier et non pas un citoyen entièrement à part. Et éventuellement partager des expériences inspirantes qui sont à saluer et qui peuvent aider dans l'amélioration des conditions de vie des populations et quelques conclusions qu'on va tirer ensemble, comment aller vers une société inclusive et surtout une société solidaire. Alors, pour parler un peu du poids des représentations sociales, euh, le handicap est trop souvent appréhendé sous un angle purement médical. Et ça date de longtemps. Un angle médical ou un angle fonctionnel. Fonctionnel. Or, au-delà des limitations physiques ou sensorielles, il s'agit plus d'un fait social et on va le démontrer tout à l'heure. C'est vrai que selon les penseurs, les avis ne sont pas tout à fait partagés dans ce domaine. Ce qui handicape souvent, ce n'est pas la déficience, si je peux l'appeler ainsi. C'est beaucoup plus le regard que les gens portent sur cette défiance-là.
Je peux, par exemple, partir de la définition du handicap que nous avons dans la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Dans cette définition, on dit souvent même une non-définition, parce que la Convention dit, je cite, par personne handicapée, on entend des personnes qui présentent des incapacités, le mot a son importance, des incapacités physiques, des incapacités mentales, intellectuelles ou sensorielles durables. Cette notion de durabilité, on va y revenir tout à l'heure, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Dès l'instant qu'on parle d'égalité avec les autres, ça veut dire qu'on doit être considéré au même niveau que tous les autres membres de la société. Or, les représentations sociales, ces images, ces idées, ces attitudes partagées sur le handicap a tendance à façonner profondément notre manière de percevoir, notre manière de parler et surtout notre manière d'agir vis-à-vis de ces personnes-là qui ont une déficience. Dans nos sociétés, ces représentations sont souvent marquées par des stéréotypes. Effectivement, la personne handicapée elle est plus perçue comme une victime passive, un être qui est dépendant, voire un poids pour la communauté. Donc, dans d'autres cas, elle devient un héros exceptionnel, presque irréel. Quand on voit, par exemple, un enfant non-voyant qui utilise du braille ou un autiste qui fait du calcul mental à une certaine vitesse, on dit, ah, tiens, c'est un être irréel. Bien, c'est un héros exceptionnel. Parce que simplement, cette personne handicapée a accompli des gestes ordinaires que n'importe lequel d'entre nous devrait pouvoir aussi accomplir. Alors, pourquoi pour cette personne handicapée qui accomplit cet acte ordinaire est considéré comme quelque chose d'exceptionnel ou d'irréel, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc, entre pitié, survalorisation, rarement on lui accorde le droit à la banalité, à l'autonomie ou à la pleine citoyenneté. Donc, on observe également une tendance à infantiliser, pardon pour le mot, la personne handicapée, à lui dénier sa capacité de choix, son droit de parole, de projet. C'est une perception qui engendre des comportements condescendants et réducteurs, hein, même chez des professionnels bien intentionnés. Donc cela se manifeste jusque dans le langage courant où l'on parle encore de cas, parce qu'un enfant est né avec une déficience, de souffrant et rarement de déficient. Parce que ce qu'il faut retenir de de cette définition dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est deux éléments, l'incapacité et la participation. Parce qu'en réalité, et on l'entend souvent à la radio quand on parle de personnes vivant avec un handicap. Le handicap n'est pas une maladie. Le handicap est une situation. Euh, L'exemple que j'ai l'habitude de donner parfois en cours, c'est la personne qui porte des lunettes. C'est une personne qui est déficiente visuelle. La personne a une déficience visuelle. Beaucoup d'entre nous portent des lunettes. Mais le fait que vous ayez une déficience visuelle ne fait pas forcément de vous et tout de suite une personne handicapée. Votre situation de handicap ne se reflète ou ne se sent que quand vous êtes devant un livre que vous devez lire et que vous êtes déficient visuel. Vous êtes en situation de handicap parce que vous avez un document à lire alors que vous êtes déficient visuel. Mais dans l'instant qu'on vous trouve des lunettes, eh bien, ça vous permet de lire. Vous n'êtes plus en situation de handicap. Mais par contre, votre déficience visuelle, elle est là. C'est tantôt pourquoi la définition parlait de d'incapacité durable, la notion de durabilité. Et l'interaction avec diverses barrières, c'est cette envie de lire alors qu'on a une déficience visuelle. Aussi simple que ça. Donc, porter une déficience ne fait pas de la personne forcément une personne handicapée. La personne en fauteuil roulant qui, devant les escaliers, ben écoute, parce que la personne est déficiente motrice, elle se déplace avec un fauteuil roulant devant des escaliers, la personne est en situation de handicap. Parce que son objectif est de monter ou est de, comment dire, d'aller au premier étage, par exemple.
Mais cette personne en fauteuil roulant, vous la mettez dans un ascenseur pour monter au premier étage, mais la personne n'est plus en situation de handicap. Donc, elle peut monter et aller au premier étage parce que l'objectif de la personne, c'est d'aller au premier étage. Une autre personne qui n'a pas de déficience physique et qui ne se déplace pas avec des béquilles ou en fauteuil roulant, son objectif est aussi d'aller au premier étage. L'objectif aurait été atteint pour chacun d'entre eux. Donc, c'est le poids de ces représentations sociales-là qui pose justement problème dans ce cadre-là. Cette victimisation, cette terrorisation, cette infantilisation-là. Conséquence de ça, c'est les personnes handicapées sont marginalisées, les personnes handicapées sont discriminées. Et il y a plein d'autres exemples, on pourra y revenir tout à l'heure. Mon objectif, c'est de peut-être en quelques mots vous faire le ramasser et peut-être poursuivre certains éléments à travers les échanges. Ces stéréotypes qui sont passés de stéréotypes à justement engendrer les discriminations. Euh, je le disais tantôt, les stéréotypes ne sont pas sans conséquence. Ils s'enracinent dans la culture, dans nos croyances, parfois même dans les enseignements religieux ou les normes familiales. On parle encore de malédiction, de punition divine. On cache l'enfant handicapé. On hésite à l'inscrire à l'école. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ah oui, quand sa maman était enceinte, elle a marché pendant des heures interdites, genre ce qu'on appelle chez nous le Ndiolor, avant la prière de Tispar, entre 13 heures et 14 heures, ou alors à l'heure du Marach, ou le Timis, à l'heure du crépuscule, où c'est des heures où il faut pas marcher. On dira, oui, sa maman a marché à ces heures-là, et ça l'a conduit à mettre au monde un enfant handicapé. Et pourtant, dans nos sociétés, nous avons des mariages consanguins et qui peuvent, comment dire, être à l'origine d'un enfant qui naît avec des déficiences. Un accident de la route peut aussi être l'objet d'une déficience. Il y a plein de facteurs de risque qui peuvent être à l'origine de déficiences. Donc, ces stéréotypes-là que nous avons, euh, ou ces représentations-là, produisent des barrières invisibles, mais qui sont bien réelles. Elles nourrissent cette exclusion scolaire, ça limite l'accès à l'emploi, ça entrave l'accès aux soins, ça réduit les perspectives de vie autonome. Une personne handicapée ou une personne déficiente doit avoir une vie autonome, doit pouvoir réaliser elle-même ses besoins, quels qu'ils soient, sans l'appui d'une tierce personne. Donc, ces représentations-là créent une distance, elles créent une altérité. On a tendance à parler d'eux, c'est-à-dire de ces personnes handicapées, au lieu du nous, parce que nous ne considérons pas ces personnes handicapées comme des citoyens à part entière. Dans le contexte sénégalais, hein, comme ailleurs en Afrique de l'Ouest, malgré il y a beaucoup de textes comme la loi d'orientation sociale au Sénégal, qui a été, comment dire, promulguée en 2010. Un peu avant, on a la Convention relative aux droits des personnes handicapées que le Sénégal a ratifiée à la limite à la même année. L'effectivité de ces droits est encore freinée par les mentalités. Depuis quand le Sénégal a la loi d'orientation sociale avec 9 ou 11 degrés d'application, mais qu'on a du mal à mettre en œuvre ou en pratique cette loi d'orientation parce que les mentalités n'ont pas encore suffisamment évolué. Elles ont évolué certes au Sénégal, il faut le reconnaître, mais pas suffisamment au point de mettre en place une société qui soit inclusive. La loi en elle-même pose problème et je vais vous dire pourquoi. Mais auparavant, je vais juste partager avec vous 3 exemples qu'on a dans notre société et qui ont une façon très différente de gérer la question du handicap, pour toujours parler des stéréotypes et des discriminations. Je prends le nord du Sénégal, le Fouta. Au Fouta, on a tout de suite tendance à cacher les personnes handicapées. Dans une vieille expérience, je le partageais souvent, où on avait des enfants qui sont nés avec l'épilepsie et qui font des crises d'épilepsie. On a toujours tout de suite tendance à dire, ah tiens, ça c'est un mauvais esprit. C'est-à-dire que c'est un enfant qu'il faut garder dans les chambres et qu'il faut pas sortir dehors, faut pas que les voisins le voient, faut pas que les invités voient cet enfant, etc. Et on a connu au Fouta une fille ou des personnes, des enfants
qui ont fait 15 ans dans une chambre, juste de 2 ans à 15 ans dans une chambre où ils ont jamais vu le soleil, ils ont jamais vu dehors. C'est à travers les fentes d'une fenêtre que ces enfants-là apercevaient ce qui se passe dehors parce qu'ils avaient des crises d'épilepsie et que c'était une honte pour la famille. Et ce qu'on ne sait pas, mais la crise d'épilepsie, quand elle est prise en charge de façon précoce, mais ça peut se soigner et qu'une personne peut guérir des crises d'épilepsie, contrairement à certaines croyances et certains tabous. Je prends un autre exemple, la Casamance. Quand vous allez en Casamance, il est très rare de voir une personne handicapée en train de mendier dans la rue parce que en Casamance, le Djola est trop fier et la personne handicapée est considérée comme un membre de la société. Du coup, elle est accompagnée, elle est aidée. Et du coup, la mendicité n'est pas suffisamment développée. Ou quand vous voyez une personne handicapée en train de mendier, faites des recherches sur son origine, la personne ne serait pas originaire de la Casamance. Une autre façon de gérer. Vous venez à Dakar, la personne handicapée est source de revenus. Les gens louent des enfants handicapés pour pouvoir mendier dans la rue. Et vous verrez plein de personnes handicapées. Vous allez au centre-ville de Dakar, vous verrez des personnes handicapées en train de mendier. Permettez-moi de prendre une petite gorgée d'eau. Donc, certaines croyances attribuent même aux handicapés un pouvoir mystique. Les enfants qu'on appelle les enfants avec les grosses têtes. Ça veut dire qu'ils ont comment ça s'appelle ça? J'oublie le nom, je vais vous dire après. C'est ces enfants-là qui ont, euh, à la place du cerveau, une énorme poche d'eau et que le reste des membres du corps n'est pas suffisamment développé. Quand ils naissent dans certains villages, ben, ils disent que c'est des enfants qui viennent apporter la mort et ils ont tendance à battre ces enfants-là jusqu'à la mort. Les albinos, quand les élections rapprochent au Sénégal, c'est la chasse aux albinos. Parce qu'on dit que le cheveu de l'albinos, avec certaines pratiques mystiques, permet d'avoir le pouvoir. D'autres vous disent qu'avoir des relations sexuelles avec une personne déficiente motrice vous permet d'avoir du pouvoir, de la puissance, ou même peut vous guérir contre le sida. Qu'est-ce que c'est comme croyance? Qu'est-ce que c'est comme disons, pensée très négative? Donc, plein de discriminations que vivent les personnes handicapées et encore en 2025. C'est des choses auxquelles nous croyons encore en ce moment-là, en 2025. Donc, c'est dire que nos mentalités qui ne changent pas fait que la discrimination continue, que les personnes handicapées ont du mal à bien s'insérer dans nos sociétés, malgré tous les plaidoyers, malgré toute la sensibilisation, malgré toutes les actions qui sont menées en leur faveur pour leur permettre justement d'améliorer leurs conditions de vie. Et je disais tantôt, ça a évolué. Les paradigmes ont évolué, mais très lentement. Et il serait important de comprendre le pourquoi. Euh, le paradigme évolue effectivement, mais très lente, une évolution très lente. Euh, Pendant longtemps, la question du handicap était considérée comme une question médicale, ce qu'on appelle le modèle médical du handicap, qui considère la déficience comme un problème à corriger. En réalité, on a commencé à prendre en compte la question du handicap à partir de la guerre du Vietnam, où les mines ont fait beaucoup de mal, beaucoup de victimes avec des gens qui ont perdu beaucoup de leurs membres parce que ayant sauté sur des mines. Du coup, la solution, c'était quoi? C'était que il fallait à ces personnes-là leur trouver une orthèse, une prothèse pour réparer ou remplacer ce membre perdu-là. Donc, la solution était apportée par une équipe médicale. Un problème à corriger, une déficience à corriger. Et ce modèle a été progressivement remis en question. Donc, ce modèle s'est imposé, donc, notamment, comme je disais, à partir de ces conflits qu'on a connus. Euh, alors, il a progressivement laissé la place au modèle social.
Le modèle social s'est développé à partir des années 70-80 par beaucoup de militants, des militants notamment au Royaume-Uni. C'est justement un modèle qui situe le handicap non plus dans la personne, mais dans les obstacles que la société impose, que ce soit des obstacles physiques ou que ce soit sur le plan social ou culturel. J'ai parlé tantôt, j'ai donné des exemples sur le plan culturel. Alors, pourquoi dit-on que ce modèle-là un modèle où ce sont les obstacles que la société impose? Tout à l'heure, je vous disais en début d'intervention que cette personne qui se déplace en fauteuil roulant, s'il se trouve face à des escaliers, mais c'est l'œuvre humaine, c'est l'homme qui a construit une infrastructure, n'a pas prévu de rampe d'accès pour une personne en fauteuil roulant. Euh, c'est l'homme qui a construit nos trottoirs et n'a pas prévu de passage pour une personne non-voyante. Ce sont nos politiques qui ont mis en place un système éducatif qui ne permet pas à un enfant autiste ou un enfant non-entendant ou malentendant, ce qu'on appelle communément chez nous les sourds-muets. Notre système d'éducation n'a pas mis en place un dispositif qui permet à ces enfants-là d'aller normalement à l'école. Donc, le modèle social, ici, nous permet de comprendre que c'est la société qui a mis la personne déficiente en situation de handicap. Alors, et depuis 2006 maintenant, avec l'adoption de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, un modèle fondé sur les droits humains commence à s'imposer peu à peu. La Déclaration universelle, dans son article 2, dit en résumé qu'on est tous nés égaux et libres en droit et en devoir. Il n'y a nulle part dans ce document où il est dit sauf personnes handicapées. Donc, pourquoi, de facto, les personnes en situation de handicap ou les personnes avec des déficiences sont marginalisées, discriminées ou ne sont pas prises en compte justement dans la dans le développement et la mise en œuvre des différentes politiques. Euh, donc, le modèle portant sur les droits humains affirme que les personnes handicapées sont des sujets de droit qui sont capables de prendre des décisions, de participer pleinement à la vie sociale, politique, économique et culturelle. Et ce modèle-là a permis de beaucoup faire évoluer la perception que les gens sont sur le handicap. Parce que la question du droit est venue imposer quand même pas mal de choses et qui a permis à nos sociétés de beaucoup améliorer notre façon de voir et de faire. Enfin, il y a un quatrième paradigme qui n'est pas souvent abordé et qui est de plus en plus en train d'émerger, celui de la diversité. Le handicap est reconnu comme une forme de variation humaine parmi tant d'autres. Effectivement, chacun naît avec ses spécificités. Il y a autant d'êtres humains que de diversité. Chacun avec sa culture, sa façon de voir, sa façon de faire, de s'habiller. Alors pourquoi le handicap ou la personne handicapée ou les personnes déficientes ne seraient pas dans ce lot de la diversité? Donc, reconnu comme une forme de variation humaine parmi tant d'autres. Donc, ni tragédie, ni exception. Donc, et la société aujourd'hui est appelée à se transformer justement pour accueillir toutes les formes de diversité. C'est ce qu'on appelle communément les aménagements raisonnables. Comment s'assurer que la personne handicapée, en fonction justement de la nature de son handicap, puisse contribuer de façon positive à la vie de la société, à la politique. La politique que les spécialistes définissent comme la gestion de la cité par la cité. La personne handicapée fait partie de la cité, donc doit pouvoir contribuer à la gestion de la cité. Mais à partir de ce moment, c'est à la cité de s'adapter et de pouvoir permettre justement à la personne handicapée de participer à la vie communautaire. Alors, pourquoi ces résistances au changement? Malgré l'évolution du modèle, on est passé du modèle médical au modèle social, du modèle social aux droits humains et au modèle portant sur la diversité. Mais malgré tout,
il y a encore des résistances. Les textes ont évolué. Beaucoup de pays ont ratifié la Convention internationale, ont créé leurs propres lois, mais les pratiques et les mentalités peinent parfois à suivre. Beaucoup, beaucoup peinent encore à suivre. Prenons l'exemple des écoles. Il y a peu de dispositifs inclusifs aujourd'hui. Et les écoles spécialisées coûtent excessivement cher. Il n'est pas donné à tous les parents, par exemple, de pouvoir amener son enfant dans les écoles spécialisées. Alors, soyons d'accord aussi. C'est vrai qu'on parle d'éducation inclusive, mais tous les enfants portant des déficiences, ou c'est pas tous les types de déficiences qui peuvent aller à l'école inclusive. Non. Il y a des types de déficiences qui peuvent l'être, d'autres malheureusement ne le peuvent pas. Ça veut dire, et c'est là où intervient l'école spécialisée. Dans les entreprises, c'est la même chose. Des préjugés tenaces sur les compétences. Dans les familles, il y a la gêne, voire la honte, comme je le disais tantôt. Et dans les médias, il y a très peu de représentation positive des personnes handicapées. Au Sénégal, ça a évolué parce que il y a un travail remarquable qui a été fait par les associations de personnes handicapées, par la société civile, à travers des campagnes de sensibilisation. Au Sénégal, on avait la journée internationale du handicap, célébrée le 3 décembre. Je pense qu'à partir de 2010, 2012, comme ça s'est passé d'une journée à la semaine du handicap. Mais malheureusement, au lieu que cette semaine serve à réfléchir sur la situation, à proposer des solutions, ça devient une semaine beaucoup plus folklorique. Quand, par exemple, l'autorité profite de cette occasion pour donner 1 million ou 2 millions aux associations de personnes handicapées et de l'argent qui leur servirait pas à grand-chose parce que une fédération composée de plusieurs dizaines d'associations, leur donner un certain montant à se partager, c'est à la limite créer le problème en interne. Euh, donc l'expression souvent utilisée par les médias, j'en parlais tout à l'heure, personne vivant avec un handicap. Et pourtant, tellement de campagnes, tellement de sessions de formation ont eu lieu pour changer un peu la perception, surtout au niveau de nos médias. Dès l'instant qu'on accepte que le handicap est une situation qui est liée à deux choses. D'abord, la déficience de la personne. Donc, c'est ce qu'on appelle le facteur personnel. Et le facteur environnemental, c'est-à-dire ce qui tourne autour de la personne avec une déficience. Il faut qu'il y ait une interaction entre ces deux pour qu'on puisse parler de situation de handicap. Donc, la personne peut avoir une déficience, cette notion de durabilité dont j'ai parlé tantôt dans la définition, mais la personne ne vit pas éternellement avec un handicap. Le handicap est une situation. C'est pour ça que la définition parle de personnes handicapées ou personnes en situation de handicap. Donc, l'expression tend encore à médicaliser et à isoler le handicap, alors qu'il s'agit d'une situation sociale. Les campagnes de sensibilisation, c'est mon constat, je peux me tromper, sont devenues rares. Est-ce que c'est parce que Covid est passé par là ou parce qu'il y a d'autres éléments extérieurs? Mais de moins en moins, on sent. Avant, à la télé, on voyait assez régulièrement des campagnes de sensibilisation sur la question du handicap, mais aujourd'hui, de moins en moins à part quelques rares écoles qui, pour justement, ou quelques rares associations qui essaient un peu de partager le travail remarquable qu'elles font. Si je prends le cas de l'ACEDEM, de l'INEFJA comme école et d'autres écoles et structures qui sont là et qui font un travail remarquable pour justement aider à l'inclusion des personnes handicapées dans la société de façon globale. Donc, les manuels scolaires véhiculent encore des clichés ici, et c'est dommage. Le débat public accorde peu d'espace aux premières personnes concernées et on parle peu de la personne, de la question du handicap. Et les rares moments où on en parle, les concernés ne sont pas là. C'est un peu dommage. Tout récemment, j'ai suivi dans les médias des enseignants de l'INEFJA qui ont attiré l'attention sur le fait que le manuel Didactica, qui est largement utilisé dans les écoles primaires, mais n'était pas accessible aux enfants déficients visuels.
C'est un manuel où il y a beaucoup d'images et très peu de texte. Il n'y a aucun passage en braille. Un outil qui, par défaut d'adaptation, ben, écoute, exclut déjà les enfants de l'INEFJA. Quand vous êtes, on ne le fait pas souvent. Par exemple, quand on est dans une présentation ou dans une intervention dans un endroit où il y a un déficient visuel, la logique voudrait que ce qu'il y a sur la présentation, même si c'est une image, qu'on puisse décrire cette image. Aujourd'hui, dans ma présentation, je devrais moins dire que sur ma diapo, j'ai un texte en 4 lignes et une image. Dans mon titre, je parle de la résistance au changement. Et sur les 3 points que j'aborde, c'est l'écart entre les lois et les pratiques. Je prends l'exemple du manuel Didactica et j'aborderai aussi la question du rôle des familles, des écoles et des médias. Pour illustrer mon intervention, j'ai une image d'une personne, un journaliste, qui donne des nouvelles sur la question du handicap et qui sensibilise sur la question du handicap. Voilà comment moi, devrais, euh, euh, comment dire, partager mon PowerPoint si dans la salle, j'ai une personne qui soit déficiente visuelle. Et ça permet à la personne de suivre. Alors aujourd'hui, si les enseignants de l'INEFJA devraient se donner cette peine pour justement permettre aux enfants du primaire de l'INEFJA d'utiliser le manuel Didactica, mais c'est extrêmement lourd. Et la logique voudrait justement que ces manuels-là soient accessibles et ce qui permet à ces enfants-là et aux enseignants de pouvoir l'utiliser. Nous faisons donc face à un décalage entre le droit et l'imaginaire social. Le droit, parce que l'enfant a droit au Sénégal, l'enseignement, l'école est gratuit et obligatoire pour les enfants de 6 à 12 ans. Je ne dis pas c'est la loi. Donc ici, il y a le droit. Mais sauf que l'imaginaire social ne permet pas à cet enfant-là d'aller à l'école ou comme cela se doit. Donc un texte de loi ne suffit pas en réalité pour changer les comportements. Il faut une culture, il faut une pédagogie, il faut un accompagnement. Il faut qu'on puisse replacer la personne handicapée au cœur de la cité. Dans ce qu'on fait, comment prendre en compte la personne handicapée. On ne fait pas d'abord pour dire, ah, comment on intègre la personne handicapée. Tout à l'heure, je disais que j'allais revenir sur la loi d'orientation sociale. Il y a un dispositif de la loi d'orientation sociale, moi qui m'a toujours dérangé, la carte d'égalité des chances. Quel est l'objectif de cette carte, selon la loi? C'est permettre aux personnes handicapées de pouvoir bénéficier, déjà de pouvoir être identifiées et de pouvoir bénéficier donc d'un certain nombre de services. Accès à l'éducation, accès à la santé, accès à la formation professionnelle, aux bourses sociales. Mais mon avis est que en mettant en place cette carte d'égalité des chances, mais on renforce la discrimination. Si on veut une carte d'identité pour les personnes handicapées, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux dans la carte nationale d'identité de mettre un signe particulier ou de spécifier un type de déficience, comme on l'a dans les permis de conduire. Dans les permis de conduire, si vous êtes déficient visuel ou si vous portez un appareil, une orthèse ou une prothèse, c'est noté dans le permis de conduire. Alors pourquoi on peut le faire dans le permis de conduire et pas dans la carte nationale d'identité? En créant une nouvelle carte, est-ce qu'on n'est pas en train de renforcer la discrimination? Un autre phénomène ou un autre fait qui me dérangerait un peu aussi par rapport à cette carte, c'est que c'est comme si on a mis la charrue avant les bœufs. Quand cette carte doit faciliter l'accès à la formation professionnelle, alors qu'il n'y a aucune école, un centre de formation professionnelle qui ait pris les dispositions nécessaires, que ça soit sur le plan physique, ça veut dire les infrastructures, que ça soit sur les modules d'enseignement, que ça soit sur les enseignants eux-mêmes. Il n'y a pas de centre de formation aujourd'hui, à quelques exceptions près, qui ont le dispositif qu'il faut pour permettre à une personne déficiente, en fonction de sa déficience, de pouvoir suivre justement une formation professionnelle. Donc, quelle était à partir de ce moment la pertinence de dépenser des millions pour une carte d'égalité des chances? Est-ce que ça n'aurait pas été mieux de beaucoup plus mettre cet argent pour rendre accessible dans toute sa dimension
les centres de formation, les écoles, pour les rendre inclusifs. À partir de ce moment, dès l'instant que le dispositif est inclusif, est-ce qu'on aurait besoin d'une carte d'égalité des chances pour que, justement, cette personne déficiente puisse aller suivre sa formation? À mon avis, non. Donc, pour dire encore ce décalage entre le droit et l'imaginaire social. Alors, les pistes de transformation sociale possibles. Comment changer les choses? Comment transformer ce regard social? C'est d'abord en donnant la parole aux concernés, c'est-à-dire les personnes handicapées. Je voudrais saluer cette nouveauté avec le nouveau gouvernement du Sénégal, euh, en impliquant davantage les personnes handicapées dans certaines instances de décision. C'est vrai qu'il a manqué une petite préparation, c'est pas grave, mais il faut déjà saluer cet acte-là et voir comment l'améliorer. Ces personnes concernées, ce sont celles qui vivent l'exclusion, hein, mais aussi qui portent des solutions. On ne peut pas proposer une solution à une personne sans en discuter avec cette personne. Trop souvent, on parle à leur place. On a commencé à les impliquer dans les politiques, dans les projets, dans les médias, dans les sphères de décision, c'est vrai, mais pas suffisamment. Et comme dit l'adage, nothing for us without us, tout ce qui se fait sans moi se fait contre moi. Donc, impliquer davantage les personnes handicapées au niveau des instances de vision, comme on a commencé à le voir, parce qu'il y en avait quand même, il faut le reconnaître, mais je pense que le niveau d'implication, à mon humble avis, était faible. On avait tendance à avoir, au niveau de la présidence, un conseiller handicap ou de la primature, un conseiller handicap pour accompagner ou aider les autorités sur voilà comment mieux aider les personnes handicapées. Mais ma remarque a été que généralement, c'est des gens dont les parents avaient des moyens, donc qui ont pu bénéficier d'une certaine éducation, qui n'ont pas été dans les mouvements associatifs. Donc, à mon avis, qui connaissaient pas très bien les réalités. Pour servir de conseiller sur la question, à mon avis, je suis pas sûr que c'était les meilleurs profils. Et pour preuve, qu'est-ce que ces conseillers-là ont apporté de plus? Ils n'ont pas aidé à la ratification de la Convention internationale. Ils n'ont pas aidé, ou elles n'ont pas plutôt aidé ces personnes-là à justement euh, formuler les décrets d'application de la loi d'orientation. J'ai eu l'honneur d'être parmi un comité scientifique et technique qui était à la primature il y a quelques années pour justement aider à formuler un certain nombre de décrets, ces décrets-là de la loi d'application. J'ai encore ces projets de décrets dans mon ordinateur. Ça a mené nulle part. Et les conseils qu'il y avait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Que dalle. Excusez-moi de l'expression. Ensuite, il faut agir sur les milieux de reproduction des stéréotypes. Ces milieux-là, c'est où? C'est la famille, c'est l'école, c'est les médias, c'est les religions. Au niveau de la famille, parce qu'il faut accompagner les parents et valoriser les parcours positifs. Généralement, les parents ou les familles où on voit que cette question est prise en charge, l'enfant n'est pas discriminé, c'est généralement les familles un peu plus aisées, si je peux l'appeler ainsi. Mais sur certaines familles où les moyens ne sont pas toujours au rendez-vous, euh, on pense beaucoup plus à assurer la DQ qu'à mettre l'enfant dans une structure pour lui permettre, euh, disons, de bénéficier de soins médicaux si tel est le besoin, ou d'aller dans une école spécialisée et avoir un enseignement ou une éducation. Au niveau de l'école, c'est aussi en formant les enseignants à la pédagogie inclusive, en adaptant les supports. Là-bas, quand même, le Sénégal a fait beaucoup d'efforts dans ce sens. J'ai eu l'honneur de travailler, de coordonner des projets dans ce sens. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'écoles qui sont passées d'école simple à une école inclusive. J'ai un exemple, par exemple, en Casamance, où on voulait tester une école inclusive en mettant dans une classe des enfants sans déficience et des enfants déficients auditifs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a formé l'enseignant sur le langage des signes pour pouvoir, tout en formant, pouvoir signer
Et signer, ça veut dire utiliser la langue des signes. Pouvoir signer et permettre aux enfants déficients auditifs de pouvoir suivre ce que disait l'enseignant. Mais quand on a formé l'enseignant, alors on a aussi formé un ou deux enseignants, je dois dire. Mais on l'a fait sur une seule classe pour commencer, pour que justement, en cas d'absence de l'enseignant, parce que c'est des choses qui arrivent, qu'il y ait un suppléant qui puisse continuer. Alors, qu'est-ce que le constat, c'était quoi? Au bout de 2, 3 mois, en plus des enfants que nous avions formés, tous les enfants de la classe commençaient à s'exprimer en langue des signes. Et ils ont appris avec le groupe restreint. Le groupe restreint, c'était 5 à 7 personnes, hein, sur une classe qui faisait une quarantaine. Au bout de 2 mois, tous les enfants de la classe commençaient à signer. Au bout de 4 mois, dans la cour, tous les enfants qui étaient dans les autres classes et dans l'école commençaient à s'exprimer en langue des signes. Alors, on a été obligé, finalement, de former tous les enseignants de l'école sur le langage des signes. Parce que dans la classe, les élèves s'exprimaient en langage des signes et les autres maîtres qui n'étaient pas formés ne comprenaient rien. Comme on dit, ils parlaient sur le dos des enseignants, enseignants, ils comprenaient rien. Donc, on a dû être obligé de former l'ensemble des enseignants. Donc, ce genre d'exemple, on en a hein, par dizaines au Sénégal. En tout cas, sur ce plan-là, il y a eu beaucoup d'efforts. Mais le dommage, c'est quoi? Malheureusement, ça se limite à l'école primaire. Ça veut dire que vous passez à l'école, collège ou au lycée, ce dispositif n'a pas pu être mis en place. Et l'État non plus n'a pas fait d'efforts dans ce sens. Donc, dans les médias, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est diffuser des récits qui soient inspirants, qui soient réalistes, des récits qui soient portés par des personnes handicapées elles-mêmes. Ce ne sont pas les exemples qui manquent. Il y a beaucoup de personnes déficientes au Sénégal alors, l'une des meilleures kinésies au Sénégal, qui est à l'hôpital, qui était à l'hôpital de Fann, je ne sais plus si elle est ou pas, mais elle est personne non-voyante. Elle a été formée en Tunisie, Madame Seynabou. Et c'est l'une des meilleures au Sénégal. Pour vous dire que, tu vas faire le récit de cette personne, mais il n'y a pas meilleur moyen, à travers les médias, de sensibiliser. Par ailleurs, il est essentiel aussi hein, d'agir sur le plan institutionnel et législatif. Hein. Il ne suffit pas comment dire, il ne suffit pas d'avoir les textes qu'il faut, mais il faut aussi se donner les moyens de sa politique, des moyens budgétaires. On a parlé dans la loi d'orientation sociale de quotas d'emploi effectifs et contrôlés. Ça n'a jamais pu se réaliser. Une- Organiser une accessibilité aussi réelle dans les transports, les bâtiments, les services. Le dernier plan de l'urbanisme qui a été, comment dire, euh, qui a été promulgué en 2012, si j'ai bonne mémoire, a été modifié dans sa section 4. On met l'accent sur les ERP. Ce sont les édifices recevant du public. En substance, qu'est-ce que dit cette loi? Que le préfet qui doit signer l'autorisation de construire pour les ERP ne devrait signer ça que après s'être assuré que tous ces bâtiments-là, tous ces travaux-là respectent les normes d'accessibilité internationale. Malheureusement, il y a encore beaucoup d'efforts à faire au Sénégal. Et il faut surtout une autorité de contrôle et des mécanismes de sanction contre cette discrimination-là. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, ce qu'elle veut, sans trop de conséquences. Et oui, des expériences, comme je disais tantôt, il y en a qu'on a partagé tantôt euh, au niveau de nos territoires. Il y a plein d'initiatives émergentes hein, et qui émergentes plutôt et qui doivent être soutenues. J'ai donné l'exemple des écoles, des associations de personnes handicapées qui forment, qui informent, qui militent et qui créent de l'impact local. Mais on parle très peu de ces associations-là. Il y a des entreprises pionnières. L'association ACEDEM qui accompagne les enfants qui ont le syndrome de Down, ce qu'on appelle chez nous les Mongols. Euh, un peu trop vulgaire comme mot. Mais on peut parler de trisomie 21 ou de syndrome de Down. Les enfants qui ont cette déficience-là, ACEDEM les accompagne et il y a des entreprises qui les recrutent en CDD ou en CDI. Et pourtant, d'aucuns pensent que ces enfants, ils peuvent rien faire, ce qui est totalement faux. Donc, des entreprises pionnières investissent dans l'accessibilité, ils adoptent les postes, ils valorisent les compétences, mais il y a plein d'exemples.
Il y a la BCAO qui l'a fait, la CBAO, autant pour moi, des entreprises d'hôtellerie, de restauration, où travaillent des enfants déficients intellectuels. Et pourquoi pas les autres? Donc, ce sont des exemples qui montrent que le changement est possible. Mais c'est à condition que ce changement soit porté collectivement et dans une dynamique qui soit intersectorielle et ne pas laisser à la charge exclusive sur des personnes concernées. Tant qu'on est sous cet angle-là de Samayon Nekouti, on sera jamais, jamais dans une société inclusive. Il y a plein de projets soutenus par les bailleurs dans ce sens. L'État doit pouvoir continuer à travailler dans ce sens. Donc, pour conclure, euh, ce que nous appelons handicap, c'est souvent l'incapacité de la société à s'adapter. Euh, S'adapter à cette diversité humaine. Ce n'est pas qu'aux personnes handicapées de s'adapter au monde. C'est au monde de devenir accessible. On parle, je le disais tantôt, d'aménagement raisonnable. On doit changer nos représentations. Et changer les représentations, ce n'est pas une affaire de vocabulaire. C'est une révolution douce, mais radicale vraiment dans notre manière d'envisager ce qu'on appelle la normalité, la dignité, et l'égalité. Et je vais terminer avec cette citation d'une militante américaine qu'on appelle Judy Heumann, qui dit, je cite, l'inclusion n'est pas une faveur, c'est un droit. Et ce droit commence par la reconnaissance de notre pleine humanité. Donc, faisons en sorte que cette humanité ne soit jamais hiérarchisée. Ça veut dire que c'est ensemble que nous devons œuvrer euh, pour une société juste, pour une société solidaire et surtout pour une société inclusive. Donc, merci beaucoup pour votre attention et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Monsieur Sidibé. Je vous renvoie la parole. Merci beaucoup, M. Keita, pour votre exposé riche en informations et en enseignements. Nous allons passer à la seconde partie de notre programme en donnant la parole au public pour des questions d'éclairage et d'éventuelles contributions. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions directement ou les écrire sur le chat. J'aimerais vous poser deux questions. La première, on constate que dans les campagnes de lutte contre la discrimination ou bien les discriminations fondées sur le handicap au Sénégal, que les personnes handicapées sont souvent laissées en rade. Maintenant, la question est de savoir comment impliquer les personnes concernées dans la création de leur propre image sociale afin de sortir d'une vision paternaliste ou victimisante souvent imposée par l'extérieur. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Oui, Je peux enchaîner avec la deuxième question ou je vous en bien prie. bref, d'accord. Pour la deuxième question, je voudrais savoir, bon, il y a des politiques publiques qui sont mises en œuvre par, par l'État du Sénégal, comme la carte d'égalité des chances, le programme de réadaptation à base communautaire, bon, la loi d'orientation sociale. Maintenant, je voudrais savoir dans quelle mesure ces politiques publiques actuelles participent-elles à un véritable changement de paradigme dans la perception du handicap ou reste-t-elle enfermée dans une logique de comparaison plutôt que d'inclusion? Merci beaucoup, Monsieur Sidibé. Peut-être que je proposerai de répondre à ces deux questions et s'il y en a d'autres, on enchaînera. Oui, oui, oui. D'accord. Après, bonjour, j'ai des difficultés pour lever la main. Est-ce que vous pouvez m'inscrire pour que je puisse après? J'ai des difficultés pour lever la main là. D'accord, d'accord. C'est Mokhtar Sow. C'est Mokhtar Sow. Mokhtar Sow, d'accord. Après, on va vous prendre. D'accord, D'accord. professeur, D'accord, ok.
Mokhtar Sow. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Sidibé, pour ces deux questions très pertinentes, hein. Je pense que même en partie, j'ai déjà abordé une partie des réponses. Et oui, c'est que quand on dit tout ce que vous faites pour moi et sans moi se fait contre moi, ça commence par les campagnes de sensibilisation. La logique, effectivement, voudrait que dans la conception du contenu, des supports de ces campagnes-là, que la personne handicapée puisse être là et exprimer ses difficultés. Les difficultés de la personne déficiente motrice ne sont sûrement pas du tout les mêmes que les difficultés de la personne déficiente auditive ou déficiente visuelle. Parce que chaque type de déficience a ses spécificités, a ses besoins, etc. Et du coup, quand vous sensibilisez sur la déficience visuelle et que tous les supports soient visuels et pas audio, mais qu'est-ce que vous apportez à la personne déficiente visuelle? Mais vous n'aidez pas la société à justement prendre en compte les besoins de la personne avec déficience visuelle. Au contraire, vous assimilez tous les types de déficiences au même. Ça veut dire que les spécificités nécessaires ne seront jamais prises en compte. Quand dans les campagnes de sensibilisation aussi, nous n'avons pas les personnes handicapées pour montrer ce qu'elles savent faire, nous resterons toujours dans cette vision paternaliste. Euh, Certains essaient de positiver la chose pour parler de protection. On veut protéger nos enfants, on veut éviter que le regard de la société ne les affecte davantage. Mais en réalité, c'est cette surprotection-là qui porte plus préjudice à l'enfant que l'élément contre lequel vous voulez le protéger. Donc, euh, il est extrêmement important et toutes les campagnes où les personnes handicapées ont contribué ont montré l'efficacité et les résultats. Il est important que dans tout ce qui se fait, dans la définition des politiques, que les populations soient où les personnes handicapées soient impliquées. Ah, d'ailleurs, c'est ce que dit l'inclusion. L'inclusion, c'est que on réfléchit ensemble, on conçoit ensemble, on met en œuvre ensemble et on évalue ensemble. Par contre, si vous développez tout et après vous dites, voilà comment on va intégrer les personnes handicapées, et comme son mot le dit, c'est de l'intégration. Alors, pour répondre à la question des politiques publiques, j'ai tout à l'heure en quelques mots donné déjà l'objet de la carte d'égalité des chances. Pour moi, voilà un investissement qui n'a pas, qui n'a rien apporté. Euh, à part que ça a permis pendant quelque temps à certaines personnes handicapées de bénéficier des bourses familiales. Mais les bourses familiales, d'autres en bénéficient sans pouvoir être personnes handicapées. Donc, qu'est-ce qui devrait être mis en exergue ici? Est-ce la notion de vulnérabilité ou la notion de handicap ou la notion de protection? Les, ce fameux fichier sur les, comment ils ont appelé ce fichier-là? Sur les couches vulnérables, a fait l'objet de tellement de euh, pilotage ou patrouillage, je ne sais pas comment on l'appelle, que finalement, il a perdu de son sens. La RBC, la réadaptation à base communautaire, nous répond à des normes. C'est un ensemble de process. Et c'est la RBC qui doit justement permettre de faciliter l'inclusion dans la société. Aujourd'hui, au Sénégal, la RBC, on a l'impression que c'est limite à l'appareillage. C'est la perception que beaucoup ont de la RBC. Or, la RBC, c'est tout un processus. L'appareillage est juste une étape de la RBC parce que ça permet justement de faciliter l'inclusion de la personne dans la société. C'est pour ça qu'on parle de réadaptation à base communautaire. Comment s'assurer que la personne puisse s'insérer autant que faire se peut dans la communauté. Et la RBC ne touche pas seulement la personne handicapée, mais touche aussi son environnement, c'est-à-dire sa société. Donc, ces politiques-là, effectivement, ont plus tendance à être sur un effet de on a fait que plus sur un objectif d'inclusion. J'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup pour ces réponses pertinentes. Nous allons à présent donner la parole à M. Mokhtar Sow. Il voudrait poser des questions. Mokhtar, vous avez la parole.
Voilà, merci beaucoup, Monsieur Sidibé. Merci également à Monsieur Keita. Moi, mon nom, c'est Mokhtar Sow. Je suis membre de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. Donc, vous dire donc, moi, je suis personne handicapée et je suis aujourd'hui point focal national d'un projet de participation citoyenne et politique des personnes handicapées. Je suis point focal de la fédération d'un projet avec l'ONG SAI Savers. J'habite Louga et je suis enseignant de formation. Alors, pourquoi je voulais peut-être parler de ces détails-là? Parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai suivi quand même M. Keita, que je félicite au passage. Mais si je vous dis que je suis le point focal, je suis le vice-président de la cellule Congat de Louga, le secteur exécutif de la plateforme des acteurs non étatiques, vous comprenez aisément que mon handicap, j'ai handicapé moteur, je me déplace à l'aide d'une canne, j'ai eu mon handicap avant mon inscription à l'école, mais j'ai été inscrit à l'école avec mon handicap, j'ai été jusqu'à l'université et je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Donc c'est juste pour dire que peut-être euh, j'ai évolué dans un contexte qui m'a permis peut-être, contrairement à d'autres personnes handicapées dont les parents ont pensé du fait qu'ils sont handicapés à l'époque, dans les années 70, 73, 74, où les gens pensaient que si vous êtes handicapé, euh, automatiquement vous devez être enrôlé dans les DARA, puisque c'est l'école coranique qui était réservée pour ces personnes-là. Donc, vous voyez cette mentalité de cette époque-là, hein, par rapport maintenant à aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous, mais il faut dire aussi qu'il y a une évolution. Il y a une évolution. Vous avez parlé des différents modèles, mais ces différents modèles, nous les appelons le handicap évolutif, puisque partir du modèle caritatif au modèle droits humains, il y a une évolution parce que nous, quand on était encore plus jeunes, je me souviens, où on envoyait de la friperie, on envoyait du lait en poudre, on envoyait de la poisson fumée, n'est-ce pas, dans des cartons pour les personnes handicapées. Vous voyez, mais on a vu que ce n'était pas ce qui réglait le problème. Il y avait de l'appareillage, il y avait des aides sur le plan social, mais ce n'est pas ce qui réglait le problème. Et même ce modèle-là, ce modèle intégrateur dont on a parlé, a permis, quand les droits de l'hommiste ont commencé à porter ce combat-là, ont permis à l'État, à des services de dire, bon, écoutez, ils en ont le droit, on les met là, mais s'ils bénéficient des avantages ou pas, ça, ce n'est pas notre problème. C'est pourquoi on a évolué de l'éducation intégratrice vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation inclusive. L'éducation intégratrice, oui, parce que dans l'éducation intégratrice, l'important, c'est qu'on respecte votre droit, que l'enfant handicapé puisse être inscrit à l'école. Mais est-ce qu'il bénéficie des enseignements apprentissage? Ce n'est pas le problème, parce que les enseignants n'étaient pas formés pour les recevoir. Je pense que vous en avez parlé en parlant de l'exemple d'éducation, mais cela a évolué aujourd'hui vers l'éducation inclusive, parce que maintenant, c'est des questions c'est le modèle droit, c'est des questions de droit. Ce qui m'amène à rebondir sur deux notions que vous avez utilisées. Peut-être nous pouvons peut-être ne pas avoir la même compréhension, peut-être, hein, personnes handicapées et personnes en situation de handicap. C'est vrai que nous, le combat que nous portons, c'est qu'on parle de personnes handicapées et à la limite parler de personnes en situation de handicap. Ce que nous, on bannit au niveau de la fédération et partout, c'est personnes vivant avec un handicap, puisque nous, on ne vit pas le handicap. Le handicap n'étant pas un virus, le handicap n'étant pas une maladie, vous l'avez dit. Ce n'est pas une maladie, mais une maladie peut être handicapante. Ça, il faut l'accepter. On pense de problèmes de santé, la maladie vers la déficience. Et maintenant, c'est cette déficience-là qui engendre ce qu'on appelle une limitation fonctionnelle. Quand vous entrez dans mon bureau, quand je reste assis, vous entrez dans mon bureau, vous ne me connaissez pas, vous ne pouvez pas savoir si je suis personne handicapée ou pas. Puisque moi, je suis personne handicapée motrice. Et la déficience, c'est l'altération de l'organe ou de la fonction de l'organe. Alors, donc, on passe de cette limitation fonctionnelle vers ce qu'on appelle maintenant la restriction à la participation. Vous savez, c'est là maintenant où on sent réellement le handicap. Moi, je sens le handicap quand, quand il y a une restriction à ma participation. C'est-à-dire quand je viens je suis convoqué à une réunion et que la réunion se trouve au deuxième étage, troisième étage, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a que d'escalier. Quand j'ai difficulté de monter, quand je n'ai plus la possibilité d'accéder à cette salle, alors que j'avais le droit de participer à ces rencontres-là, c'est en ce moment qu'il y a une restriction à ma participation. Donc, situation d'handicap, oui, mais
personnes handicapées, parce que nous, on parle de droit maintenant. Et je pense que vous êtes juriste. Nous, parce qu'il y a différence entre ce qu'on appelle un mot composé et un groupe de mots. Un mot composé, il répond à des critères. Et la personne handicapée, c'est un mot composé qui répond à des critères, parce qu'on ne peut pas dire personne rouge, pas personne de handicap légère, etc. Non. Ces personnes handicapées, nous, on voudrait qu'on mette d'abord l'accent sur la personne. On est d'abord une personne avant d'être handicapée. Et toute personne est titulaire de droit. Mais une personne en situation de handicap, parce que le sportif qui s'est cassé la jambe dans un terrain de foot ou un terrain de basket, etc., quand il est sous plâtre et qu'il est obligé de rester pendant 6 mois avec la plâtre et des béquilles, mais ce n'est pas une personne handicapée qui doit être titulaire d'une carte d'égalité des chances parce qu'elle est en situation de handicap. Parce qu'une fois guérie, elle abandonne sa plâtre et ses béquilles ou ses cannes pour partir. Par contre, effectivement, vous avez bien fait d'insister, la question du handicap, c'est une question de durabilité. Moi, vous exercez 52 000 opérations sur ma jambe, c'est fini pour de bon. Moi, je suis personne handicapée puisqu'il y a altération de l'organe. L'organe est altéré. Donc, je voulais quand même vraiment revenir sur ça, mais vous dire également que la carte d'égalité des chances, pour moi, elle n'est pas mauvaise en soi. Elle peut être aujourd'hui peut-être évaluée. On peut l'évaluer. Puisque même si aujourd'hui on devrait mettre quelque chose sur la carte nationale d'identité, mais ce qu'on met, pour moi qui suis personne handicapée, ma carte d'identité sera différente de votre carte d'identité, vous qui n'êtes pas personne handicapée. Puisque c'est ma carte d'identité et il y a quelque chose qui dit quelque part que moi je suis personne handicapée. Peut-être la facilité, c'est la confusion, c'est de confondre les deux cartes en une. Peut-être c'est là où c'est avantageux. Mais la carte d'égalité des chances est aussi importante, puisque moi, par exemple, je connais, hein, malgré mon handicap, je connais. Quand je me déplace dans un lieu, souvent, en montrant ma carte d'égalité des chances, on me permet de garer mon véhicule dans un lieu le plus proche par rapport à la salle ou au service où je veux. Donc, pour dire qu'en tout cas, c'est la carte, pour moi, il faut l'évaluer. Comme aujourd'hui, on est en train d'évaluer la protection sociale, elle est en train d'être évaluée par l'État. Je pense qu'ils ont fait presque 8 régions. Vous parliez tout à l'heure de RNI, le registre unique. Et je suis entièrement d'accord avec vous parce que le registre unique a beaucoup de problèmes et ils sont en train d'évaluer la protection sociale en évaluant en même temps également le RNI, ce registre-là. Si aujourd'hui, on arrivait à signer, parce que si la carte d'égalité des chances n'a pas son importance, est-ce que le quota de 15% qui est dans la loi d'orientation et que le décret n'est pas encore signé, est-ce que donc ce quota également a son sens? Puisque dans la loi d'orientation sociale, il y a un décret qui parle de 15%, de quota de 15% à chaque fois que l'État doit recruter dans la fonction publique, 15% réservé aux personnes handicapées. Mais c'est important puisque ça va nous permettre de sensibiliser les personnes handicapées pour les enfants, surtout les enfants handicapés ou les parents des enfants handicapés, pour qu'elles enrôlent leurs enfants à l'école et leur permettent quand même de réussir à l'école, puisque demain, c'est possible que si elles réussissent, qu'elles puissent en tout cas faire partie de ce quota de 15%. Ce n'est pas une discrimination positive, mais je pense que c'est dans l'ordre normal des. La haute autorité, qui est également dans la loi d'orientation sociale, si la carte d'égalité des chances n'est pas importante, à mon avis, la haute autorité également risque de ne pas être importante. Mais je pense que ce qui est important pour moi, c'est aujourd'hui de réviser, d'évaluer tous ces programmes-là, et de signer les décrets. Mais nous, on est en train de suivre les décrets. Hein. On est en train de les suivre. Et on a d'ailleurs, il y a quelques mois, nous avons organisé un atelier dans le cadre du projet dont je suis le point focal, un atelier que nous avons intitulé la contribution de la fédération à la vision 2050. Et dans cette contribution, nous avons beaucoup parlé de toutes ces questions-là. Et aujourd'hui, dans le cadre du projet également, nous accompagnons le réseau des parlementaires. Et vous avez vu aujourd'hui qu'à l'Assemblée, nous avons au moins des personnes des élus, des personnes handicapées élus. Et dans le cadre de ce projet-là, aujourd'hui, nous avons des adjoints au maire, nous avons des conseillers pratiquement dans beaucoup de villes. À Louga, aujourd'hui, nous avons une femme adjointe au maire de Louga, handicapée. Et tout ça, c'est dans le cadre, n'est-ce pas, de la sensibilisation, de la formation, des renforcements de capacités des élus, etc. Le projet était dans 5 zones d'intervention.
Oui, c'est long. OK. Donc, Oui, merci. oui, oui. Merci. C'était vraiment une contribution. Ça me tient beaucoup puisque je suis dans Oui. ça. Voilà pourquoi j'ai peut-être beaucoup évolué. Et je vous remercie. Merci beaucoup. D'accord, d'accord. Merci pour cette contribution pertinente et riche. On sent que vous parlez avec passion parce que c'est un sujet voilà, qui vous tient à cœur. Mais aussi, il faudra tenir en compte du temps qui nous est imparti. Il y a d'autres questions qui sont sur le chat. Il y a Mam Awa Diop qui voudrait savoir l'évolution dans votre exposé, Monsieur Keita, vous avez parlé du modèle caritatif. Elle a demandé de revenir sur cela, si possible. Bon, de manière très brève. Quand même. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Sidibé. Je remercie Monsieur Sow pour son intervention et sa contribution très pertinente. Mais je me dois juste d'apporter quelques petits éclaircissements, peut-être si vous le permettez, avant de répondre à Madame Awa. D'accord. Sur un peu la question de la participation. Vous savez, j'ai pas voulu ma présentation très technique pour ne pas trop entrer dans des trucs d'école et de voilà comment dire. C'est pour ça que j'ai même pas mis l'accent sur le PPH, ce qu'on appelle le processus de production du handicap, qui serait revenu sur ces questions de facteurs de risque, de causes, de comment dire facteurs personnels, facteurs environnementaux qui serait aussi revenu sur le modèle caritatif dont parle Madame Diop. Je l'ai voulu assez classique et ça nous a permis justement d'avoir un débat là assez enrichissant. Euh, les maladies handicapantes sont considérées comme des facteurs de risque. C'est ce qui produit le handicap, tel que la poliomyélite, tel que le glaucome, etc. C'est des facteurs de risque et qui créent le handicap. Et dès l'instant qui crée pas le handicap, qui crée la déficience, il est important qu'on accepte ou qu'on comprenne que c'est pas parce qu'on a une déficience que forcément on est handicapé. Et je pense que l'exemple de Monsieur Saou que je salue, je connais bien Monsieur Saou depuis Louga, je suppose qu'il se souvient encore de moi. Euh, je prends l'exemple de Monsieur Saou. Il y a combien dans son cas, sa déficience motrice n'a pas été un handicap. Ça lui a pas empêché de fréquenter l'école, de faire des études supérieures et aujourd'hui d'occuper de hautes responsabilités. Ça vient confirmer ou conforter ce que je disais tout à l'heure. La déficience est une chose et la situation de handicap en est une autre. On est en situation de handicap parce que il y a une déficience qui est là, il y a un environnement qui ne nous est pas favorable et l'interaction entre les deux nous empêche d'agir. J'ai pris l'exemple des lunettes et lui, il fait l'exemple patent que la déficience à elle seule ne fait pas le handicap. Il est déficient moteur et pourtant, il a pu faire des études. Aujourd'hui, il occupe de hautes responsabilités et il travaille normalement. Il faut juste comprendre ce petit jeu de mots qu'il y a, mais au fond, on parle tous de la même chose. Il ne faut pas que le handicap ou la déficience nous amène à une réduction de la participation. Et ce qui peut créer la réduction de la participation, c'est l'environnement que nous avons. Tant que l'environnement nous est favorable, nous pouvons participer comme cela se doit. Toujours dans le cadre de ce modèle, pour répondre à la question de Madame Diop, dans le modèle caritatif, il va un peu avec le modèle social, parce que c'est la société qui considère les personnes handicapées comme des personnes à qui il faut donner la charité. Avant, dans l'Antiquité, c'était le bossu qu'il fallait placer à l'angle de la rue et que à chaque passage, quelqu'un pouvait, disons, donner son truc du matin. Mais la notion de charité, par exemple au Sénégal, mais c'est lié à notre culture, à notre société. Si demain, quelqu'un d'entre nous, c'est ce qui fréquente les marabouts, ton marabout te dit demain, il faut donner 7 bougies à une personne handicapée, vous allez faire le tour de Dakar pour trouver une personne handicapée et lui donner vos bougies. Cette approche sociale et le modèle caritatif sont intimement liés en fait. C'est pour ça que certains mettent plus l'accent sur le modèle caritatif, d'autres parlent du modèle social et dans ce modèle social-là, ils incluent un peu le modèle caritatif. Mais les deux sont intimement liés.
Euh, Permettez-moi de revenir aussi et repréciser quand je parlais tout à l'heure de le fait d'avoir une carte d'égalité des chances et une carte nationale. On a une petite expérience dans d'autres pays où les gens, pour réduire justement cette stigmatisation-là, parce que pensant qu'avoir une carte d'identité, une carte d'égalité des chances peut être une forme de discrimination, ils ont essayé de combiner les deux. L'objectif derrière mes propos, c'est un peu ça. Comment avoir une seule carte qui permet de notifier mon identité et de montrer que je suis porteur de déficience. Ce qui ne m'empêche pas, quand il y a des dispositions ou des dispositifs en place, que je puisse en bénéficier en tant que personne déficiente et qui a des limitations fonctionnelles. Euh, oui, il faut évaluer. C'est bien d'évaluer, mais les décrets d'application. L'objectif du décret d'application, c'est de définir comment ce qui est prévu dans la loi d'orientation doit être mis en œuvre dans les faits. Et je pense que ça, c'est un élément important. Je suis ravi de savoir qu'il y a un travail qui se poursuit dans ça. Depuis un moment, moi, sur l'histoire des décrets, je ne travaillais plus dessus, je le suivais même plus. Sauf j'attends que ça soit publié, de m'assurer que voilà, ça va répondre aux besoins. Il y a peut-être des amis ou d'autres personnes avec qui je travaille dans le domaine du handicap, peut-être avec qui j'échange, mais que je travaille plus directement dessus. Mais je suis ravi de savoir que effectivement le travail continue. La haute autorité, euh, pour parler d'inclusion, l'objectif c'est quoi? C'est que il y a des instruments de financement, des dispositifs existants. On a voulu mettre dans le fichier, dans le RNE, des critères qui permettaient que, quand c'est une personne handicapée, que la pondération puisse être plus élevée. Dans le cadre de mon travail à l'Union européenne, on a un partenariat avec l'ADER. Qu'est-ce qu'on dit à l'ADER? Dans les critères de sélection, mettez la question du handicap. S'il y a une personne porteuse de déficience, que le critère de pondération soit légèrement plus élevé. Parce que peut-être que cette personne-là n'a pas autant de facilité que les autres pour accéder au financement. Pour moi, l'inclusion, c'est dans les dispositifs existants, comment s'assurer que les personnes handicapées ne soient pas lésées. Mais une autre autorité qui soit là exclusivement pour les personnes handicapées, peut-être qu'au moment d'écrire la loi, elle pourrait être pertinente, mais aujourd'hui, avec l'évolution du monde, avec l'évolution des technologies, avec l'évolution des mentalités, est-ce qu'on ne devrait pas aussi évoluer vers autre chose pour nous assurer d'avoir une société inclusive? Merci beaucoup. Je voudrais poser une question, enfin, c'est pas une question, je voulais intervenir rapidement, Je vous en si vous le prie. permettez. Bonjour, je suis Mohamed Amoussa, un membre du LASPAD, et c'est plutôt pour vous remercier. Donc, je tiens à vous remercier pour votre intervention. Bien qu'étant du domaine de la santé, j'ai vraiment appris à travers votre intervention, et cette présentation m'a permis d'élargir ma compréhension du sujet en explorant des dimensions sociales, culturelles et symboliques que je ne soupçonnais même pas. Donc, c'est une précieuse occasion de changer de regard sur la thématique, sur le sujet. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, nous tiendrons compte de ce que vous nous avez appris dans nos réflexions et nos pratiques. Donc, juste pour vous remercier encore. Et voilà. Merci. Merci à vous, docteur. C'est le plaisir est partagé. Ravi de savoir que euh, mon intervention vous a permis c'était l'objectif, j'en suis ravi. Euh, Juste pour exemple, alors dans le cadre de nos activités, on organisait ce qu'on appelle la santé à l'école. Et nous, dans notre perception, on disait que tous les médecins connaissaient la question du handicap et on devait organiser des consultations dans les écoles. Donc, on a pris les médecins de leur blouse à l'hôpital ou dans les structures de santé pour les amener directement dans les écoles. Mais nous nous sommes trompés sur toute la ligne parce qu'en réalité, effectivement, c'est pas parce qu'on a fait 7 ans d'études qu'on avait cette compréhension de la chose. Nous avons Exactement. été obligés de ramener tous les médecins, d'organiser 2 jours de formation et de mise à niveau pour nous aider à faire ces consultations-là, à détecter
les déficiences au niveau des enfants et pour pouvoir apporter un appui. Je suis vraiment ravi de savoir que ces échanges vous ont apporté quelque chose, alhamdoulilah. Monsieur Sidibé, vous êtes de retour, on vous avait perdu. Bon, en attendant, je vais essayer, si vous me le permettez, de répondre à deux autres questions que j'ai vues dans le chat. C'est Monsieur Dian qui demande quels leviers sociaux au niveau des stratégies traditionnelles de sensibilisation et d'éducation pourraient être mises en place pour modifier les perceptions et les stéréotypes du handicap dans la société. Avec les nouvelles technologies et les nouvelles pratiques numériques, peut-on imaginer que l'inclusion des personnes handicapées se fasse plus facilement dans un environnement virtuel que dans le monde physique? Euh, alors, Monsieur Dieng, je pense que le changement de comportement, parce qu'aujourd'hui, c'est une question de mentalité, de comportement qui a évolué, qui a beaucoup évolué, comme le dit Monsieur Sao, mais il y a encore beaucoup à faire. Euh, je pense que pour du changement de comportement, c'est un combat de longue haleine. Je pense qu'il faut encore qu'il y ait beaucoup de sensibilisation. Oui, je suis d'accord avec vous. Maintenant, comment on peut utiliser les avancées technologiques, les nouvelles pratiques numériques pour justement euh, partager les modèles d'inclusion qui sont pertinents, importants et qui ont porté leurs fruits dans cet environnement que vous appelez virtuel, mais qui peut avoir effectivement une influence très positive dans le monde physique. Mais il faut que cette sensibilisation puisse se poursuivre, qu'on puisse montrer, parce que, comme on dit, quand on écrit, on peut retenir une fois, mais quand on voit, on peut retenir pour toujours. Le visuel a son importance. On peut effectivement utiliser les nouvelles technologies, les plateformes numériques. Je le disais tout à l'heure, à l'évolution où est le monde, il nous faut changer notre façon de voir pour que les paradigmes changent aussi. Donc, je suis d'accord avec vous. Euh, il y a les stratégies traditionnelles, certes, mais il nous faut aussi miser sur les stratégies nouvelles, mais en continuant à accentuer la sensibilisation pour que les perceptions changent, pour que les stéréotypes changent, pour que l'inclusion puisse évoluer progressivement, s'installer dans notre société. J'espère avoir répondu à votre question. Donc, j'ai une autre question. Vous me recevez bien, Monsieur Keita? D'accord. Euh, la question est de savoir, peut-on parler d'un handicap socialement construit? Si oui, en quoi cela modifie notre compréhension de l'exclusion et de l'accessibilité? Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Un handicap socialement construit. Oui. Peut-on parler d'un handicap socialement construit? Si oui, en quoi cela modifie notre compréhension de l'exclusion et de l'accessibilité? Alors, est-ce que la question ne se contredit pas elle-même? C'est tout de suite ma compréhension parce que euh, depuis tout à l'heure, nous parlons dans ce modèle social-là, le rôle que la société a joué. Si aujourd'hui il y a exclusion, si aujourd'hui il y a discrimination, eh ben, c'est parce que c'est la société qui a à l'origine de ça. Euh, Quand je disais que c'est pas à la personne handicap de changer pour s'adapter, c'est à la société de changer et de s'adapter à la question du handicap. Donc, un handicap socialement construit, mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les personnes handicapées font l'objet de discrimination, ont des difficultés d'accès à l'école, d'accès à l'emploi, d'accès à la santé, parce que c'est la société, dans sa perception, qui a dit que, qui aurait dit que comment dire, la personne handicapée, on n'a pas le temps de l'amener à l'école, ça coûte cher, quand on construit, on ne prend pas en compte. Donc, ma perception du handicap socialement construit, c'est ce qu'on vit déjà. Et c'est ce qui est à l'origine des difficultés
qu'ont les personnes handicapées. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il y a M. Philippe Ndene Ndiaye qui voudrait que vous parliez sur le lien entre le handicap et la santé mentale. Ok, d'accord. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Alors, handicap et santé mentale. Je parlerai de déficience mentale et santé mentale. Parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle la déficience mentale et la déficience intellectuelle, qui souvent créent beaucoup de nuances en termes de perception. Je vais prendre deux exemples, le névrosé et le psychosé. Alors, le névrosé, c'est cette personne qui est un peu consciente qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle et qui peut aller, disons, euh, trouver solution auprès du spécialiste. Là, on est sous un modèle médical qui peut lui apporter solution à son problème. Alors, le psychosé, c'est ce monsieur qui est là, qui pense que chez lui, tout va, mais par contre, chez les autres, là, chez les monsieur Sidibé, alors ceux-là, il faut les amener là-bas et les consulter. Il n'est pas conscient, justement, de ce qui lui arrive. C'est-à-dire que sur l'un, on peut agir, sur l'autre, on ne peut pas. Sur la déficience intellectuelle, il y a toujours possibilité d'agir, même quand on sait que il y a une limite. Au niveau de la déficience mentale, qui est beaucoup plus sérieuse, là, généralement, les marges de manœuvre et d'interaction sont limitées. Je prends le cas de l'autiste. L'autiste est classé dans la catégorie des déficients intellectuels. Mais en réalité, la déficience intellectuelle de l'autiste est une force de l'autre côté. L'autiste fait partie de ces personnes-là qui excellent toujours dans un domaine, quelque part. Et généralement, c'est au niveau des mathématiques. L'autiste est généralement très, très fort dans le domaine mathématique. Or, au Sénégal, on a ce souci-là pour les accompagner. Dans d'autres, c'est voilà, c'est beaucoup plus pris en charge. Euh, ceux qui ont le syndrome de Down, beaucoup plus difficile à prendre en charge. Ça se soigne pas. C'est carrément dans la déficience mentale que c'est classé. Parce que c'est une déformation congénitale. Ça veut dire que la personne est née avec un chromosome de plus. Donc, le chromosome 21 et a été triplé, ce qu'on appelle trisomique, ce qui est à l'origine de ces déficiences. Donc, ceux-là ont une déformation physique, mais qui est en réalité la conséquence de cette déformation congénitale. Et ceux-là, ils ont une déficience mentale sur laquelle il n'est pas possible d'agir. Mais on peut agir sur leur façon de vivre et voir comment les intégrer dans la société. Donc, il y a toujours cette nuance-là qu'il y a. Et entre les deux, vraiment, la frontière est très proche entre la déficience intellectuelle et la déficience mentale. Et à l'origine, à la conséquence de ces déficiences mentales-là, c'est l'action qu'il y a sur la santé mentale. Vous savez, on dit en Wolof chez nous, excusez-moi de l'expression, on dit dof douer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on a notre corps humain a deux types de cellules, ce qu'on appelle les cellules somatiques et les cellules neuronales. On l'a appris un peu en troisième. Les cellules somatiques ont la capacité d'autoreproduction. C'est pour ça que quand j'ai une plaie, ça peut guérir. Mais par contre, les cellules neuronales, on est avec une quantité déterminée. Quand ça se détruit, ça ne s'auto-régénère pas. Mais par contre, on peut stabiliser. Donc, ceux qui ont une déficience intellectuelle, on peut à la limite stabiliser. Ça va jusqu'à un certain niveau parce que la déficience intellectuelle peut basculer en déficience mentale et vous met dans une situation de santé mentale très compliquée. Donc, arrivé à un certain niveau, justement, ces cellules neuronales ne peuvent plus s'autogérer. La personne est stabilisée. On peut, voilà, Wolof le dit, dof du wér day tane. Excusez-moi de l'expression. J'espère avoir répondu à votre question. D'accord. Merci beaucoup. Il y a une question de Madame Innocence Diata. Elle voulait savoir s'il y a une aide prévue par l'État du Sénégal à l'endroit des personnes handicapées vieillissantes. Alors, merci beaucoup. À mon avis, il n'y a pas
de prise en charge spécifique, hein. L'État avait l'habitude, comment dire, d'octroyer une subvention à la fédération de façon globale. Aux dernières nouvelles même, je pense que la fédération a eu comment dire, a eu du mal à recevoir ces subventions. Monsieur Saou, qui est beaucoup plus proche que moi de la fédération, peut-être pourrait répondre. Mais alors, il y a les structures de prise en charge géocentrique, ça veut dire qu'ils prennent en charge les personnes âgées, mais qui n'ont pas d'exception pour les personnes handicapées ou pas. Donc, il y a la structure de Wokam, il y a une nouvelle structure qui est à Thiès, mais qui prennent en charge les personnes âgées, que vous soyez handicapé ou pas. Donc, et il y a bien d'autres structures hein, qui accompagnent. Mais qu'il y ait une prise en charge spécifique de l'État, peut-être que ça existe, mais à ma connaissance, je ne connais pas. Pour vraiment être prudent sur ma réponse. D'accord, merci beaucoup. Il y a aussi Mohamed, Monsieur Mohamed Dien qui revient à la charge. Euh, il a écrit: J'aimerais apporter une précision concernant ma question sur les avancées Mhm. technologiques. Ce que j'ai voulu souligner, c'est la difficulté que rencontrent les personnes handicapées dans leur insertion socio-professionnelle dans le monde physique. Mhm. Avec l'essor du travail à distance et des environnements virtuels, pensez-vous que ces nouvelles opportunités, que pensez-vous de ces nouvelles opportunités en levant certaines barrières physiques pourraient permettre une meilleure inclusion et un épanouissement professionnel pour les personnes handicapées? Oui, La question est la suivante, ou bien vous avez bien... oui, je pense que j'ai bien D'accord. suivi Monsieur Dien et je suis entièrement d'accord avec lui. Et en réalité, ce qu'il dit, ce sont les aménagements raisonnables. Mais utiliser les nouvelles technologies, utiliser tout ce qu'il y a de nouveau, les avancées technologiques pour faire des aménagements raisonnables. C'est ce qu'on dit. C'est pas à la personne handicapée de s'adapter, c'est à son environnement de s'adapter. En utilisant justement ces avancées technologiques-là, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est une façon d'aider l'inclusion des personnes handicapées. Mais, il est important, quand on fait ce genre de choses, en amont, il faut réaliser ce qu'on appelle le diagnostic accessibilité. Ça veut dire que s'assurer que, en fonction de la déficience de la personne, voilà ce qui sied le mieux à sa déficience et lui permettre une participation citoyenne et faciliter son inclusion. Mais je suis entièrement d'accord avec lui sur sa proposition. D'accord. Nous avons aussi une question de Monsieur Nganja. Euh, il demande si une personne en situation de handicap croit avoir subi une discrimination à l'embauche ou à l'école, quelles sont les possibilités de recours ou de remédiation qui s'offrent à lui? Alors, il y a eu des cas, hein. Il y a eu un étudiant qui avait fini sa formation, c'était un avocat, ça fait un peu longtemps, plus de 10 ans, et qui a été affecté à Kaolack et à qui on avait refusé l'accès parce que c'était une personne déficiente motrice. Je pense que beaucoup d'associations de personnes handicapées connaissent une histoire. C'est le grand maître Barreau qui faisait partie de son pool d'avocats, mais la personne a été en justice et a eu gain de cause. Mais au-delà, toute personne qui pense avoir été discriminée, il y a plusieurs étapes. Il y a toujours l'étape de la sensibilisation. La sensibilisation a réglé beaucoup, beaucoup de cas. Pour la bonne et simple raison que la personne en face n'est pas au courant, ne sait pas comment ça se passe. Parfois, par crainte de, de, de productivité, voilà, la personne, le recruteur, l'entreprise a peur et ne prennent pas en charge cette question. Je vous donne l'exemple d'un cas à Dagana, le centre de formation à Dagana. Il y avait une candidate à l'examen en hôtellerie. Au moment de l'examen pratique, elle avait bien réussi l'examen écrit, la partie écrite. Elle devait passer par la partie pratique. Et sur la partie pratique, elle devait disposer les plats
sur sa main, sur sa main gauche, alors que sa main gauche était déficiente. Mais par contre, sa main droite était fonctionnelle, plus fonctionnelle que sa main gauche. Alors, quand la personne est passée devant le jury lui a donné une mauvaise note parce qu'elle avait du mal à ranger ses plats sur sa main gauche et a dû utiliser sa main droite. Et par chance, on était dans la zone parce que on animait un atelier. Nous avons été informés de ça et nous sommes déplacés sur place et on s'est entretenu avec le jury. Et on leur a expliqué en moins de 30 minutes où était le problème. Et du coup, le jury a très bien compris. Le lendemain, le jury a demandé à la personne de venir repasser le test en disposant les assiettes sur sa main droite. Mais écoute, figurez-vous, le jury a présenté des excuses à la personne et cette fille-là est sortie major de sa promo à Dagana. Donc, imaginez-vous s'il n'y avait pas eu ce travail-là de sensibilisation. Mais au-delà, il y a la loi. J'ai dit tout à l'heure que, par exemple, l'éducation au Sénégal est obligatoire et gratuite. Mais un enfant à qui on refuse l'accès à l'école, il n'y a pas mieux pour le parent ou l'association que de se déplacer, discuter. On est Sénégalais, on sait se parler entre nous, discuter d'abord en toute fraternité, dans le respect, dans la courtoisie, voir qu'est-ce qui pose problème. Parfois, les gens le font par ignorance ou par crainte. Et quand on les informe, quand on les accompagne, généralement, on arrive à lever cette discrimination et permettre à la personne de pouvoir faire ce qu'elle voulait faire dans le respect de tous. Mais il y a toujours possibilité. D'accord, en de pareil cas, on peut saisir la justice. Il y a l'arrêt FADEA, Association voilà, des handicapés moteurs du Sénégal, qui est un exemple éloquent euh, en matière d'accès, de l'égal accès à la fonction publique, mais également de lutte contre les discriminations fondées sur le handicap. Il y a M. Bokar Sidiba euh, qui voudrait connaître s'il y a des politiques et des programmes actuels en faveur de la mise en œuvre des normes de conception universelle au Sénégal. Si oui, quelles sont-elles? Merci. Alors, il y a le dernier code de l'urbanisme. Dernier code, c'est 2012, il est un peu vieux. Dans sa section 4, où on parle des infrastructures, vous savez, en matière de construction, il y a tout un procédé et le dossier doit suivre un circuit jusqu'à aboutir au guichet unique. Alors, le guichet unique, c'est cette dernière signature qui est sous la responsabilité du préfet du département. La section 4, si j'ai bonne mémoire, dit un peu dans l'intérêt, de façon globale, en résumé, je l'ai dit tout à l'heure, que cette autorité-là qui doit signer, ne doit signer l'autorisation de construire dans les ERP que après s'être assuré que les normes d'accessibilité internationale existent. Alors, il y a eu un travail qui a été fait avec l'Association sénégalaise de normalisation et avec l'Ordre des architectes. J'ai eu moi-même le plaisir de travailler avec, comment il s'appelle, le célèbre architecte euh, du Sénégal, là, j'oublie son nom, qui est de la Casamance. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui et justement pour justement réfléchir sur ces normes d'accessibilité internationale et comment aider le Sénégal à mettre en place de telles dispositions. Donc oui, il y a des dispositions existantes, mais malheureusement pas suffisamment exploitées. Donc je voulais parler de Pierre Goudiaby Atepa. Qui est très au parfum de ces questions-là et lui qui systématiquement le prend en charge. Si vous avez fait attention sur toutes les dernières infrastructures, notamment les écoles construites un peu partout au Sénégal, il y a des rampes d'accès. Mais le seul problème, c'est que c'est pas la volonté qui manque, certes. Le fait de mettre une rampe, c'est déjà une très bonne chose, mais sauf que c'est des rampes qui ne respectent pas les normes. Parce que la rampe doit avoir une certaine pente avec un degré d'inclinaison bien déterminé, une longueur, un palier de repos. Il y a tout un ensemble. Mais par contre, ce qu'on oublie, c'est qu'une rampe d'accès, c'est pour une personne qui se déplace en fauteuil roulant ou en béquille, ou etc.
Mais la personne qui est non visuelle, qui voit pas, ou la personne qui n'entend pas, n'a pas besoin de rampe d'accès. Cette personne a besoin d'autre chose. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on a des ascenseurs avec une synthèse vocale. Ça veut dire un ascenseur qui te dit, vous êtes à tel niveau, vous êtes à tel autre niveau, etc. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits parce qu'il y a des dispositions législatives et réglementaires quand même qui existent, même si c'est pas suffisamment complet ou c'est pas suffisamment diffusé. Merci. Il y a Madame Diop qui demande, qui dit que faire un recours pour la discrimination est un peu complexe car les textes ne définissent pas les types de discrimination. Mais en réalité, madame, si vous voulez faire un recours par rapport, si vous me permettez, monsieur Sidibé, si vous voulez faire un recours, je vous donne un exemple très, très clair. Euh, Votre enfant veut aller à l'école et on vous dit que cet enfant n'a pas le droit d'aller à l'école. C'est une discrimination. Mais le recours qu'il faut faire, c'est que vous vous référez au texte qui dit que l'éducation est gratuite et obligatoire pour tous les enfants de 6 à 12 ans. C'est ça la loi. La loi ne dit pas qu'un enfant handicapé n'a pas droit. C'est des dispositifs du genre que vous pouvez utiliser pour défendre justement le cas de votre enfant. Vous dites pas, vous allez à l'hôpital, c'est arrivé à une femme enceinte qui était handicapée motrice, où la sage-femme a refusé de la prendre en charge parce qu'elle était personne handicapée. Et là, ce qui a été fait, c'est aller dire à cette dame, cette matrone, pourquoi, quelle loi dit que vous ne devez pas prendre en compte cette personne handicapée. Or, la loi dit que tout le monde a droit et accès à la santé. C'est un peu sous ce format-là qu'il faut comprendre les recours qu'il faut faire. Et du coup, quand une discussion a eu lieu avec cette dame, c'est que justement, elle avait peur, elle savait pas comment s'y prendre. Sauf que dans la même structure de santé, dans le temps, il y avait eu une formation pour le personnel de santé sur comment prendre en charge justement des personnes déficientes en fonction de leur déficience. Par exemple, quand vous devez prendre en charge une femme avec déficience motrice qui doit accoucher, la prise en charge n'est pas la même que quand vous devez prendre en charge une femme avec déficience visuelle. La femme déficiente visuelle, vous devez expliquer chaque étape de ce que vous êtes en train de faire. Vous allez la piquer, dites-lui que vous allez la piquer. Madame, nous sommes 4 dans la chambre. Celle-ci va faire ceci, cette personne va faire ceci, cette personne va faire, etc. Donc, cette femme-là qui avait refusé de prendre en charge la personne handicapée, en réalité, elle avait peur. Elle savait pas comment le faire. Mais les textes ne parlent pas spécifiquement de discrimination, mais les textes non plus n'excluent pas les personnes handicapées. Alors, du fait que les personnes n'excluent pas les personnes handicapées, personne n'a le droit de les exclure non plus. C'est un peu comme ça qu'il faut aborder la discrimination. Merci. Euh, Nous allons à présent vous donner la parole afin que vous puissiez nous donner vos derniers mots. Écoute, merci beaucoup, Monsieur Sidibé. Je pense que moi, ce sera des mots de remerciement. Ça a été moi un plaisir d'ouvrir ce séminaire avec le LASPAD. C'est un honneur que le choix soit porté sur ma petite personne. C'est vrai que vous avez mis spécialiste du handicap, mais je suis pas spécialiste du handicap. Je partage juste mes maigres connaissances sur la thématique, même si j'ai travaillé plus de 10 ans dessus. C'est toujours pour moi un plaisir. Vous remercier vraiment de cette invitation et de ces échanges-là très, très fructueux qu'on a eus, les interventions et contributions. Ça montre juste que voilà, c'est un domaine très intéressant et qu'on a chacun d'entre nous quelque chose qu'on peut partager dans ce domaine-là. Le plus important, c'est que ne limitons pas nos partages à ce genre à des séances du genre, à des occasions du genre. Chaque occasion de notre vie doit être mise à profit pour sensibiliser nos voisins, nos proches, etc. Une dernière anecdote, c'est une personne intellectuelle hein, vraiment qui a fait de hautes études hein, et qui voulait pas amener son enfant à l'école parce que son enfant était épileptique. Aujourd'hui, cet enfant-là, c'est un ingénieur polytechnicien. Voilà. Donc, pour dire que c'est pas une question de niveau d'études, c'est une question de société. Merci encore à vous et à tout le monde pour nous avoir suivis et pour l'invitation.
D'accord, je vous remercie infiniment d'avoir accepté de partager avec nous vos précieuses connaissances de manière aussi pertinente et généreuse. Je vous donne rendez-vous pour le prochain séminaire dans un mois, Inch'Allah. Merci. Merci, au revoir à tout le monde.